Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur la première télévision panafricaine Africable Télévision. C'est pour vous présenter votre magazine économique axé sur l'économie du continent. Ce soir, pour me tenir compagnie en plateau, nous avons notre consultant, M. Amadoun Kola Traoré. Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant de répondre à l'invitation d'Africable Télévision. Merci, je vous remercie. Nous allons avec vous parler de la problématique de l'emploi des jeunes, mais avant cela, nous allons vous inviter à suivre le tour de l'actualité économique, un commentaire signé Oussouf Diagola. Le Forum économique mondial de Davos a clos ses portes hier samedi 23 janvier 2016. Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement ainsi que 2500 dirigeants du monde des affaires et de la société civile s'y sont rendus à cette 46e édition consacrée aux enjeux mondiaux cruciaux tels que la sécurité, le changement climatique, la croissance mondiale et les prix des produits de base. Le programme New Deal concocté par la Banque africaine de développement a été présenté. Il met l'accent sur le soutien et le financement qu'il faut mobiliser pour le développement énergétique de l'Afrique. Rien qu'en Afrique subsaharienne, le déficit de financement de l'énergie s'élève à 55 milliards de dollars américains. Pour la BAD, il faut réunir 22 milliards de dollars pour garantir un accès universel à l'énergie dans la région. Le New Deal pour l'Afrique devrait aider quelques 700 millions de personnes à se procurer des fours de cuisson à énergie propre. Le milliardaire américain Bill Gates et l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, ont annoncé le 21 janvier qu'ils allaient mobiliser une enveloppe de 100 milliards de dollars pour financer un nouveau programme de lutte contre la malnutrition au Nigeria, fruit d'un partenariat entre la fondation Dangote et celle de Bill et Melinda Gates. Ce programme ambitionne de venir en aide à environ 11 millions d'enfants malnutris dans le nord du Nigeria, a déclaré Dangote. Au Nigeria, où 44% des plus de 170 millions d'habitants ont moins de 14 ans, la jeunesse est une source clé. C'est une des raisons pour lesquelles il est si important de lutter contre la malnutrition, a expliqué de son côté Bill Gates. Monsieur Gates et Dangote ont permis au Nigeria d'être retiré de la liste des pays endémiques en 2015 en finançant un programme de lutte contre la poliomyélite. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, est aussi le pays le plus peuplé du continent avec un taux de pauvreté proche de 30% et quelques 31% des enfants de moins de 5 ans étaient en insuffisance pondérale en 2013. Le Made in Africa sera le thème de la 5e édition du prix de l'innovation pour l'Afrique. L'événement qui se tiendra au mois de juin prochain au Botswana offrira une plateforme d'interaction entre innovateurs africains et autres acteurs de l'innovation, réseautage, partage de connaissances, échange d'expériences et opportunités d'affaires seront au rendez-vous. Le prix de l'innovation pour l'Afrique a pour but d'accroître la prospérité des Africains en catalysant l'esprit d'innovation sur le continent. Le prix 2016 décernera un grand prix de 100 000 dollars, un deuxième prix de 25 000 dollars américains et un prix spécial d'impact social de 25 000 dollars, entre autres. 985 candidats ont été admis sur les 3 600 postulants provenant de quelques 50 pays africains. Merci Oussouf Diagola pour ce tour d'horizon complet de l'actualité économique. À présent, nous allons partir du côté de Paris. C'est pour donc retrouver notre invité de la semaine qui est le directeur général de la Société des fibres textiles du Burkina Faso. Monsieur Bernard Zougouri est en direct donc depuis la capitale française Paris où la Sofitex a signé cette semaine une convention de financement de sa campagne cotonnière pour un montant de 70 millions d'euros. Monsieur le directeur général, la première question, comment se porte, n'est-ce pas, la filière coton au Burkina Faso? Alors d'emblée, je dirais que la filière coton se porte très bien au Burkina Faso. C'est vrai que nous avons connu des moments difficiles en début de cette campagne avec l'installation tardive des pluies. Mais aujourd'hui, avec la production que nous avons, la production que nous attendons, on peut se satisfaire véritablement de ce qui a été fait. Le retard a été véritablement résorbé par nos vaillants producteurs, compte tenu de la technicité, en tout cas compte tenu des matériels qu'ils utilisent. Donc aujourd'hui, véritablement, on peut se réjouir de ce que nos cotonculteurs ont fait comme travail. Donc nous attendons de ce fait, pour cette année, cette campagne
2015-2016 est 580 000 tonnes à peu près. Contrairement à l'année dernière où nous avons réalisé 566 000 tonnes de coton graine. Alors, l'un dans l'autre, c'est une augmentation assez sensible et nous souhaitons véritablement atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, nous souhaitons que ce que nous avons prévu puisse se réaliser pour le grand bonheur de nos producteurs. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour cette première réponse. 580 000 tonnes de coton attendues pour cette campagne 2015-2016. Le coton, on le sait, c'est 4 millions de cotonculteurs au Burkina Faso, 5% du produit intérieur brut, ce qui fait environ 1/5, n'est-ce pas, des recettes d'exportation du pays. Cela dénote de l'importance de cette convention que vous venez donc de signer avec les banques internationales à Paris, Monsieur le Directeur Général. Absolument. Alors, effectivement, la signature de la convention, nous l'avons fait en 2 temps. D'abord pour le pool national, où nous avons bénéficié de 80 milliards, et ça a été signé en décembre passé. Et pour cette signature, nous avons à peu près 43 milliards à peu près. Donc l'un dans l'autre, ce sont des montants, en tout cas c'est de l'argent qui va à l'endroit de nos producteurs. Nous sommes tenus d'acheter le coton graine auprès de nos producteurs et pouvoir l'amener au niveau de l'usine pour l'égrenage. Donc c'est de l'argent en fait que nous prenons et directement nous affectons cela aux producteurs et c'est en fait cette distribution de revenus au niveau de nos producteurs. Et cela en comptant bien entendu sur la bonne pluviométrie, Monsieur le Directeur Général. Voilà, les aléas climatiques, il faut les intégrer, c'est vrai. Mais bon, au-delà des aléas climatiques, nous sommes en train de travailler, de les encourager, parce que déjà, cette année, vous avez constaté, malgré le retard, l'installation tardive, nos producteurs ont pu véritablement rattraper le retard. Donc ça veut dire qu'ils sont aguerris, ils sont véritablement dans l'ambiance des choses. Alors donc, c'est un élément que nous ne maîtrisons pas, mais l'un dans l'autre, on arrive toujours à maîtriser, en tout cas à travailler, à éviter les effets néfastes de ces aléas sur nos productions. Cela dit, Monsieur le Directeur Général, qu'en est-il cette fois-ci de la politique de transformation locale, n'est-ce pas, pour générer une plus-value pour le pays? Alors, nous nous situons dans une perspective d'augmentation constante, de hausse de la production. Ça fait maintenant 3 années que nous vivons cela déjà, et une augmentation de la production cotonnière. Et nous comptons vraiment s'inscrire durablement dans cette dynamique d'augmentation de la production. Alors, l'un dans l'autre, il faut que nous travaillons encore à mieux encadrer nos producteurs, à mieux les assister sur tous les plans, le plan technique, et mieux mettre en tout cas à leur disposition les intrants nécessaires, notamment les engrais, les semences améliorées, pour qu'ils puissent véritablement les utiliser à bon escient. Donc nous sommes en train de travailler à cela, en tout cas mieux encadrer et mieux mettre à leur disposition les intrants nécessaires et pour que véritablement la production qui va sortir soit vraiment une production de qualité et en quantité suffisante. Merci, Monsieur Bernard Zougouri. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de la société burkinabé des fibres textiles. Vous étiez en direct depuis la capitale française, Paris, où vous avez donc signé une série de conventions portant sur un montant de 45 milliards de francs CFA pour la campagne cotonnière 2015-2016. Merci également à Oussouf Diagolé et à toute son équipe depuis Paris, notre bureau Africable Paris. Nous allons donc revenir en plateau. Cette fois-ci, c'est pour retrouver notre consultant, M. Amadoun Kola Traoré. Monsieur Kola, bonsoir. Merci encore une fois d'avoir accepté de venir ici en plateau avec nous dans l'émission Eco Hebdo. Monsieur Traoré, nous allons donc parler de la problématique de l'emploi des jeunes au Mali. Que pouvez-vous nous dire sur cette problématique? Merci, M. Jekte. La problématique de l'emploi des jeunes au Mali et d'ailleurs d'une façon générale de l'Afrique se caractérise par un certain nombre de facteurs qui font qu'aujourd'hui l'emploi devient une question fondamentale et très complexe dans nos États aujourd'hui. Pour le cas particulier du Mali, nous assistons à une frilosité du secteur économique de notre pays qui est due certainement par rapport à certaines politiques économiques qui ne sont pas du tout adoptées, qui sont basées par exemple par la perception des rentes ou qui sont essentiellement basées sur l'agriculture, parce que les politiques économiques des États africains, notamment les nôtres, doivent faire en sorte qu'aujourd'hui nous allons plus vers l'industrialisation, ou du moins plus ou moins
pour pouvoir non seulement créer de la richesse et créer des emplois par finir. C'est essentiellement cela. C'est essentiellement cela, mais qu'en est-il aujourd'hui de la situation réelle, n'est-ce pas, du marché du travail au Mali et un peu partout en Afrique? La situation du marché du travail, comme je l'ai dit aujourd'hui, elle est très complexe, véritablement décevante à mon avis, parce que nous voyons qu'aujourd'hui les entreprises de plus en plus sont réticentes, celles qui ont la capacité de pouvoir par exemple recruter, sont très réticentes par rapport aux ressources humaines que nos pays les présentent. Et vous avez également l'essentiel du secteur économique ou du secteur privé qui est composé par certaines grandes entreprises qui viennent avec leurs compétences, contrairement à nos entreprises locales qui non seulement ont des difficultés par rapport à la mobilisation des crédits, mais également qui ont des craintes par rapport à certaines mesures administratives, puisque recruter est une chose, mais préserver et promouvoir l'emploi en est une autre, au regard de tout ce qui se passe comme tracasserie au niveau de l'administration. Absolument, mais aujourd'hui, quel est véritablement le sentiment des employeurs par rapport à ces ressources humaines? Ce n'est pas des diplômés qui manquent sur le marché, M. Traoré? Absolument, pas de diplômés qui manquent. Le sentiment général, l'état d'esprit des employeurs sur le marché du travail au Mali aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un sentiment de désolation, il faut se le dire, il faut de désolation. Il y a des diplômés qui sortent, mais quels diplômés en réalité? Nous avons des universités, des écoles qui forment, et nous avons des diplômés qui arrivent sur le marché du travail, mais qui n'arrivent pas du tout à s'adapter. Donc il n'y a pas cette adéquation, n'est-ce pas, entre l'emploi et... Absolument. Nous avons une non-adéquation entre la formation que nos jeunes reçoivent dans les facultés, dans les universités, et la demande sur le marché. Sur le marché. D'ailleurs, nous constatons depuis des années qu'il y a des véritables problèmes au niveau, n'est-ce pas, des recrutements, que ce soit au niveau de l'interview. Nous savons que les jeunes ne sont pas souvent assez préparés, n'est-ce pas, pour affronter cet exercice-là. Nous allons quand même essayer d'écouter quelques réactions. Nous avons baladé notre micro à travers la ville. Nous allons écouter ces réactions et juste après, nous allons revenir en plateau. Bon, après ma formation en histoire archéologie à la maîtrise, j'avais participé plusieurs fois au concours d'entrée à la fonction publique, mais malheureusement, c'est-à-dire je n'ai pas été admis. Au-delà de ça également, c'est-à-dire j'avais à faire une formation en master en communication et gestion des ressources humaines. Conformément à ce profil, à ce nouveau profil de formation, j'avais postulé plusieurs fois par rapport aux avis de recrutement, par rapport aux annonces que j'ai lues, c'est-à-dire dans les journaux. Je postule, je dépose mes dossiers, mais il n'y a pas de suite favorable. Quand c'est-à-dire je vois, c'est-à-dire une annonce qui s'inscrit, c'est-à-dire dans mes profils de formation, je dépose mes dossiers, mais il n'y a pas eu de suite favorable. Même si on m'appelait pour dire on a examiné, c'est-à-dire avec une grande attention vos dossiers, mais compte tenu, c'est-à-dire du manque d'expérience que vous n'avez pas, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas été retenu, ça pourrait se comprendre. Mais je n'ai jamais été appelé, c'est-à-dire pour me dire que vraiment il y a eu, c'est-à-dire un tel processus, c'est ce qui a permis, c'est-à-dire que vous n'avez pas été retenu. Le concours, il faut avoir des bras longs au Mali pour être pour passer au concours, parce que ils sont pas clairs à faire correctement la correction. Ça devient un relais. Si tu es un doyen, tu seras, ton fils, c'est le relais, on le prend comme le relais. Voilà. Si tu es docteur, évidemment c'est la même chose. C'est le relais de son papa. Donc c'est ce que je vois pour le concours malien. Bon, à mon avis, le concours quand même ça se fait, mais pas à 100% correct quand même. Donc il y a un peu de défaillance quand même, parce qu'il y a un peu de petits problèmes sur certaines personnes pour passer. Bon, quand tu n'as pas de bras longs, je crois que c'est un peu compliqué. Parce qu'à un fils d'un agriculteur, là, il faut avoir on ne peut pas avoir un bras long, donc là tu n'as pas de chance. Donc l'autre a 1000 chances de passer, quoi.
Alors, c'était donc là, M. Traoré, quelques réactions, notamment liées à la problématique des concours. Vous qui êtes vraiment un spécialiste des ressources humaines, vous êtes des chasseurs de tête, comme on le dit, parce que vous êtes dans un cabinet de recrutement. Qu'est-ce qui fait que, généralement, ça coince au niveau de la jeunesse? Qu'est-ce qui bloque? Absolument. Les concours ne sont pas mieux préparés ou c'est des critères qui font défaut? Les concours, les commentaires, chacun y va de son commentaire par rapport à l'organisation des concours. Mais en réalité, il faut se le dire, les étudiants ou les candidats partent quand même très mal formés. Ce n'est qu'à l'annonce des concours que les uns et les autres, que les étudiants ou les candidats, bien entendu, essayent de réviser leurs notes. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement essayer d'ignorer d'une certaine manière la fonction publique et s'orienter vers surtout le secteur privé. Et qu'en est-il réellement de ce secteur privé? Par rapport au secteur privé, nous avons une certaine expérience par rapport aux jeunes que nous avons lors du recrutement. Nous avons non seulement des jeunes, effectivement, certains ont des talents, ont des compétences qui sont qualifiées, mais quand il s'agit par exemple par rapport au recrutement, aux entretiens de recrutement, on a énormément de difficultés à pouvoir et quelles sont ces difficultés que vous venez donc de mentionner? Ces difficultés, c'est par rapport surtout à l'inexpérience des jeunes à pouvoir s'en sortir, parce que le recrutement, c'est important au niveau des entretiens d'embauche. Ça permet quand même aux recruteurs ou au futur employeur d'avoir une certaine vision sur la personnalité, sur l'expression du candidat. C'est très important. Donc, on voit ici que les candidats sont très mal préparés par rapport à la représentation aux entretiens d'embauche. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables qu'il faut obligatoirement observer pour pouvoir attirer toute l'attention du recruteur ou du chef d'entreprise, et qui est quand même non seulement d'être honnête sur le CV à fournir, et ensuite Et également, il y a une manière de faire le CV. Absolument, il y a une manière, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de modèle standard par rapport à l'élaboration du CV, mais il y a un minimum au niveau de la formalité qui doit être respecté. Mais ce qui est important, c'est surtout le fond, c'est la conformité des diplômes, des attestations. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que souvent, quand on rencontre des recruteurs, ils vous diront quelqu'un qui vient à peine de terminer, de finir ses études, n'a pas la même manière de faire le CV que quelqu'un, par exemple, qui est en activité depuis des années, qui veut faire peut-être une reconversion, partir sur une autre discipline et tout. C'est pas la même typologie de CV. Absolument. C'est pour là qu'aujourd'hui, je crois que là, comme je l'ai dit, il n'y a pas de modèle standard par rapport au CV. Ce qui est important, surtout, le reflet de ce que la personne ou le candidat a dans sa tête, c'est le plus important. Je crois qu'aujourd'hui, on a dans nos facultés de plus en plus, il y a certains même qui réclament, en tout cas qui prônent l'enseignement de la rédaction de CV et tout ce qui s'ensuit dans les facultés pour pouvoir permettre aux candidats terminalistes de mieux quand même, de ne plus avoir de difficultés par rapport à la rédaction de CV et de toute la documentation par rapport aux demandes d'emploi. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le CV, le recruteur en réalité, nous accordons peu d'importance par rapport à la façon d'établissement du CV, mais surtout ce qui est important, c'est les volets sur l'expérience, c'est très important, de la formation, le niveau de formation du candidat. Très bien. Et si on vous demandait de donner des conseils, n'est-ce pas, des futurs candidats qui vont donc vouloir postuler au niveau des entreprises, que direz-vous? Quelques conseils que j'ai à leur égard, c'est de leur dire tout simplement d'être très courageux, parce que quand vous sortez d'une école, vous terminez les études, il faut faire énormément, il faut beaucoup bouger, c'est très important, se contenter de tous les petits emplois, les stages surtout, parce que les jeunes de plus en plus refusent les stages ou les apprentissages, ce qui considère quand vous parvenez à engager beaucoup de contrats de stage ou d'apprentissage, cela vous ouvre encore plus les portes par rapport au recrutement et aux emplois pérennes. C'est surtout cela qu'il faut les conseiller. Aujourd'hui, moi je dis les emplois, il faut aller surtout vers l'entrepreneuriat, c'est une autre question aujourd'hui. Ce que nous devons déposer le cadre même de l'emploi type, mais aller vers l'emploi entrepreneuriat, c'est très important aujourd'hui. C'est, comme dirait l'autre, ce qu'on appelle le compagnonnage, faire ce qu'on n'a pas nécessairement étudié dans nos facultés.
c'est important. Donc le conseil, que je peux le dire une fois encore, c'est d'être très courageux, de bouger beaucoup, de faire des démarches, c'est important, et de ne pas faire fi à ce que l'on dit par rapport aux clichés de recruteurs. Il faut faire la part des choses, ce n'est pas tout le monde, et qu'ils sachent également que c'est surtout les compétences. Mettre les compétences, il faut se former, c'est important. C'est de bonne guerre, hein, Monsieur Traoré, je comprends les clichés auxquels vous faites donc allusion, mais je souhaiterais quand même dire à nos fidèles téléspectateurs qu'il va y avoir une nouvelle rubrique dans ce magazine-là qui va s'occuper de ces questions-là, permettre aux jeunes gens de mieux préparer, n'est-ce pas, les concours d'entrée aussi bien au niveau de la fonction publique qu'au niveau des entreprises privées. Nous allons le mettre à la disposition très bientôt et c'est une rubrique qui sera donc animée par notre jeune collègue Abdoulaye Maïga. Je vous remercie, M. Traoré, d'avoir bien voulu accepter de venir débattre de ces questions qui, ma foi, sont des questions cruciales aujourd'hui, des problématiques assez réelles pour l'essor de nos économies respectives. Merci et à très bientôt. Merci, je vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et à très vite.